Be'ezrat Hashem, on va essayer de expliquer, de montrer comment doit se dérouler la soirée de Pessah. Bien qu'il y a bien sûr cette année un sujet particulier qu'il faudra aborder, qui est celui de savoir quand est-ce que nous faisons la recherche du Hametz, puisque cette année, Pessah va tomber samedi soir, et comment doit-on faire les repas de Shabbat, on le fera dans les prochains cours. Mais la première chose par laquelle je voudrais qu'on commence, Be'ezrat Hashem, c'est le plateau du soir de Pessah. Et surtout vu par le Harizal avec les 10 sfirotes, et sa signification, ça change absolument tout. Alors, voyez, vous avez devant vous là le plateau de Pessah, et dans ce plateau, là ici, nous avons 3 matzot faites main. C'est ce qu'il faut absolument pour s'acquitter. Et je vous signale au passage qu'une matzah comme celle-là, elle a environ 4 fois le kazaït. Ça veut dire qu'un quart de matzah comme celle-là, celui qui l'a mangé, s'est acquitté de la mitzvah. Combien de kazaït il faut manger le soir de Pessah, on en parlera plus tard. Mais je vous donne au passage, c'est à peu près entre 18 et 20 grammes le kazaït. Ceux qui peuvent, tant mieux, 8 c'est bon aussi. Et je vous dis, une matzah comme ça, c'est environ 4 kazaït. Nous avons donc 3 matzot, une ou deux comme ça, qui en fait représentent la tête. C'est Chochma, Bina et Da'at, et on verra que dans la soirée, au début de la soirée, on prendra la matzah du milieu, et on la cassera en deux comme on l'expliquera plus tard. Donc on a la tête. Après donc ces 3 matzot que nous avons là, et à la droite ici, nous avons, ici c'est de la viande qui représente l'agneau pascal. Le sacrifice de l'agneau pascal. Alors là, c'est un morceau de viande quelconque. Il y en a qui veulent mettre de l'épaule, très bien le zéroar, de l'épaule d'agneau, c'est très bien. Alors ceux qui veulent le manger le soir du Seder, il faut faire très attention de ne pas le griller, parce que si c'est grillé, ça ressemble au Korban Pessah, et nous n'avons pas le droit de consommer le Korban Pessah actuellement, que nous n'avons pas le Beth Amikdash. Donc ceux qui veulent, il faut que ça soit, si c'est bouilli, il n'y a pas de problème. Pendant le repas, on peut manger cette partie de viande. Tant si on n'a pas d'agneau pascal, on n'a pas n'importe quelle viande qu'on mettra ici, c'est bon. Alors ça représente le bras droit, c'est le chesed, puisqu'on a la tête, et là on va voir le corps. Alors à droite, c'est en souvenir du Korban Pessah, et là, à la gauche, on met un œuf, ou plus qu'un, si on peut mettre tant qu'on veut, en souvenir du Korban Chagiga. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, dans toutes les fêtes, il y a un Korban Chagiga, mais le Korban Chagiga, c'est le sacrifice de la fête. Ça veut dire quoi ? Que lorsque quelqu'un venait à Yerushalayim, aussi bien à Shavuot que à Sukkot, ou bien les autres jours de Pessah, ou le premier jour de Pessah, comme il y a une mitzvah de consommer de la viande, parce que c'est marqué dans la Torah, « Vesamarta bechagecha » tu te réjouiras dans ta fête, et c'est marqué « En simcha ela bebasar veyain » la joie, c'est de manger de la viande et de boire du vin. Alors bien sûr, de quelle viande s'agit-il ? Il s'agit d'une viande d'un animal qui peut être emmené en sacrifice. Et là, le premier jour de la fête, pas la veille de la fête, le premier jour de la fête, on emmenait un Korban Chagiga c'était un sacrifice qui était emmené au temple, que de cette bête, une partie était bien sûr des Néo-Kohanim et une partie sur l'autel, mais la grande majorité de cette bête était de la viande qui allait être consommée par celui qui avait emmené ce sacrifice. Et ça, c'est dans toutes les fêtes. Il ne s'agit pas de ce Korban Chagiga dont je vous parle par rapport à l'œuf, il s'agit d'autre chose, c'est pour ça que je vous ai d'abord dit cela. Alors sachez que le sacrifice de Pessah, donc le Korban Pessah, l'agneau pascal, était emmené la veille de Pessah. Et on va tout de suite expliquer que, en fait, ce n'était pas chaque famille qui emmenait un agneau pascal, mais on se rassemblait à un grand nombre de personnes et plusieurs se mettaient ensemble pour emmener un agneau pascal. Pourquoi ? Étant donné que c'est marqué qu'il faut qu'il soit mangé quand on est rassasié.
Donc, pour être rassasié, chaque famille, avant cela, emmenait un korban chagiga, un animal en sacrifice, mais c'était un korban chagiga différent de celui dont j'ai parlé avant. Parce que celui-là vient pour qu'on ait de la viande à consommer pour se rassasier, avant de consommer le Korban Pessah qui était à la toute fin, qu'une fois qu'on avait mangé le kazaïd du Korban Pessah, on n'avait plus le droit de manger quoi que ce soit après. C'était ça, la ficomane qu'ils avaient, c'était ce kazaïd de Korban Pessah. C'est-à-dire que les gens finalement faisaient la soirée de Pessah, même chacun chez lui, mais ils se retrouvaient tous pour ces 30 grammes de viande qu'ils allaient tous consommer de Korban Pessah, sur lequel ils étaient tous unis. Maintenant que le Korban Pessah, on s'en souvienne avec de la viande, c'est normal. La question est, comment se fait-il que le Korban Chagiga, on va s'en souvenir avec l'œuf qui est un siman, qui est un signe de deuil. Comment se fait-il qu'on utilise donc l'œuf en souvenir du Korban Chagiga? La réponse est la suivante. Sachez que, beaucoup ne connaissent pas ça, mais c'est dans le Shulchan Aruch, à la toute fin des halachot de Yom Tov, le Shulchan Aruch a fait quelque chose d'un peu surprenant, puisque le Shulchan Aruch, c'est le livre qu'a rédigé Rabbi Yosef Karo, dans lequel il nous enseigne des halachot, c'est-à-dire comment nous devons faire chaque chose. Ça commence depuis le matin, après le Shabbat, les fêtes, mais tout, c'est-à-dire l'application de tout. Et lorsque le Shulchan Aruch vient parler de comment les mois doivent être, il se met à faire une relation entre Pessah et pour nous donner des signes, pour qu'on sache quand est-ce que vont tomber les fêtes de l'année. Alors, ce que le Shulchan Aruch emmène, sachez que l'origine se trouve uniquement dans un livre que Rashi a écrit, et c'est de là qu'est la source, à part le commentaire de Rashi connu, il y a le Marzor Vitri, qui est un livre qui a été écrit par Rashi, dans lequel il y a ce que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, va écrire à ce sujet. Et il nous dit, si tu veux connaître les signes des jours pendant lesquels vont tomber les différents moments de l'année, tu vas le savoir par rapport à Pessah. Comment? Et c'est ça ce qui est surprenant, puisque ça n'a pas un impact de halakha, de savoir comment il faut faire, c'est juste un signe pour savoir. Alors il dit que quand on prend les 7 jours de Pessah, et on va considérer le premier jour, ça va l'appeler Aleph, le deuxième jour Bet, c'est normal, le troisième jour Gimel, et ainsi de suite, jusqu'à Zayin. Donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous savons qu'il y a une formule d'union des lettres ou de changement de lettres qui s'appelle At, Bash, Gardak, Atzvavza. C'est-à-dire qu'il arrivait souvent que quand on veut connaître des interprétations de la Torah un peu cachées, c'est quand on prend, par exemple, différentes lettres et on va les interchanger. Ça veut dire que le Aleph va se changer avec le Tav, le Bet avec le Shin. Et je vous donne un exemple. Dans le nom de Dieu, qui s'écrit Yud, ensuite He, Vav et He, changé dans cette formule, c'est Matzpatz, même Tzadi, Pet Tzadi. Et ça a des significations à cela. C'est pas sans raison qu'on va trouver avec cela, il y a des quantités de révélations qui se font. Ça c'est un peu le côté kabbalistique que Rashi de temps en temps utilise pour nous dévoiler des choses, mais qui est très connu dans le chasse. Alors il dit, tu prends Aleph, la lettre qui s'unit au Aleph, c'est le Tav. Alors cette année, par exemple, quand elle va tomber le premier jour de Pessah, ça va tomber Motzaï Shabbat dimanche. Eh bien, il te dit Aleph, qui est le premier jour de Pessah. Eh bien, Tav, Tisha B'Av, le 9 Av cette année, si on n'a pas le temple, si malheureusement on n'aura pas fait le Korban Pessah, ce Pessah qui va venir, eh bien, sachez que Tisha B'Av cette année tombe Motzaï Shabbat et dimanche.
Alev, Tav. Alev de Pessah, Tisha B'Av. Bash, Bet, deuxième jour de Pessah, Shavuot. Cette année, Shavuot va tomber dimanche soir, lundi, qui est le deuxième jour de Pessah. Gar, Gimel, Resh, troisième jour de Pessah cette année, c'est quand? C'est mardi, ça veut dire lundi soir, puisque Motzei Shabbat dimanche est le premier jour, lundi c'est le deuxième, troisième jour de Pessah cette année, c'est quand? C'est un lundi soir, mardi. Eh bien, sachez que Rosh Hashanah va tomber un lundi soir. Oui, ça sera mardi et mercredi. Ça va être Rosh Hashanah Gimel, donc troisième jour, Resh Rosh Hashanah. Ensuite, Dalet, Kouf, c'est le Dalet, quatrième jour, ça va être le mercredi, ça va être le Simchat Torah, que le Kouf est une allusion à Kabbalat Torah, et ce sera, mais c'est Simchat Torah pas d'Eretz Israël, de Chutz Laaretz. Ensuite, Hatz, le cinquième jour, 15 jeudi, ça t'a dit c'est Tzom Kippour. C'est donc, Tzom Kippour tombera un jeudi cette année. Vaf, c'est quoi? Le sixième jour, P, c'est Purim, mais le Purim qui vient de passer. Effectivement, cette année, Purim était un vendredi. Et là, s'arrête la révélation du Marzor Vitry. Et très surprenant que le Shulchan Aruch ait ramené cela. Alors, avant de revenir à l'histoire de l'œuf pour vous l'expliquer, je voudrais vous faire un petit complémentaire de cela, qui a été découvert par des Chachamim avant moi, cette année. Sachez que cette année, le 7e jour de Pessah, c'est un Shabbat. Et donc c'est Zayin. Eh bien, sachez que le He Iyar, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, où l'Eretz Israël est revenu au Am Israël, sachez que toujours le 5 Iyar correspond au 7e jour de Pessah. Alors bien sûr, étant donné que comment on appelle ça, le 7e jour de Pessah, c'est un Shabbat, donc le Hiya va tomber un Shabbat, ils vont ici pour les festivités, et le Yom Ha'atzmaut va être déplacé. Mais réellement, le jour où on devrait remercier Akadosh Baruch Hu correspondra à ce Shabbat en question. Et regardez comment ça va, vous allez le voir tout de suite. Zayin, quelle est la lettre qui s'unit à elle? C'est Aïn. Zayin, donc 7e jour, Atzmaout. Donc c'est toujours vrai, parce que réellement le 7e jour de Pessah est l'allusion de la délivrance totale. Et en fait, en 48, le 5 Iyar, s'est enclenché le début de la délivrance totale, et c'est pour ça qu'il y a une image à cela. Maintenant, revenons à ce qu'on a dit par rapport à l'œuf. Le Shulchan Aruch lui-même, quand il donne ce signe de premier jour de Pessah, Tav Tisha B'Av, il dit Vesimanech, il y a un signe à cela, c'est marqué sur le Korban Pessah, Al Matzot Umrorim Yochluhu. Dans la Torah, c'est marqué que le Korban Pessah, l'agneau pascal, sera mangé avec des matzot, et c'est marqué Merurim, c'est de l'amertume. On va tout de suite parler du maror. Alors il dit, tu vois qu'il y a d'un côté de la joie, mais il y a de l'amertume. Alors, on devrait comprendre. Pourquoi faut-il qu'il y ait un lien entre le premier jour de Pessah et Tisha B'Av? C'est une fête au contraire de libération. Pourquoi doit-on donc se souvenir de Tisha B'Av? Quel lien, quel rapport? La réponse est toute simple, c'est la suivante. Sachez que lorsque Yeshaya, le prophète Yeshaya, nous parle de la future délivrance qui va bientôt arriver, mais qui est lente, très lente, il nous l'a déjà annoncé ça. Kilo behipazon, ça ne sera pas dans la précipitation. Ce qui s'est passé en Égypte, ce n'a pas été une bonne chose. Ça a été dans la précipitation. Pour comprendre ce que je veux dire quand je parle de précipitation, imaginez-vous qu'une femme qui est en grossesse, le Midrash, il ne parle pas d'une femme, il parle de l'Avdil, par exemple d'une vache qui doit avoir un veau, et au lieu qu'on prenne le temps d'attendre que le veau arrive à terme et qu'elle fasse naître son veau, le fermier rentre sa main à l'intérieur et tire la tête du veau et le fait sortir avant son moment. C'est un pasouk. La kahat goy mikerev goy.
C'est-à-dire, on était comme dans le ventre des Égyptiens. Akadosh Baruch Hu est venu, il nous a sortis de là avant que ça soit trop tard. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de précipitation d'accouchement. C'est qu'en réalité, on n'a pas fini tout ce qu'il fallait faire dans cet exil. Mais il n'y avait pas de choix, il fallait nous sortir. Et à cause de cela, on est reparti de nouveau en exil. Donc, c'est quelque chose de beau, c'est une délivrance, mais dans laquelle est caché un problème qui était que nous n'avons pas fait les choses au bon moment. C'est parce qu'on n'avait pas le choix. Et c'est pour se souvenir qu'à cause de ça, nous sommes repartis en galoute et que le galoute a commencé par la destruction du temple qui est Tisha B'Av. Donc, le Korban Chagiga, on le fait avec un œuf pour se rappeler que malheureusement, nous ne sommes pas encore totalement délivrés et que la délivrance totale sera Be'ezrat Hashem bientôt, quand le troisième temple va descendre et que nous allons enfin pouvoir emmener l'agneau pascal au Beth Amikdash. Espérons que ce sera le cas cette année, qu'on aura cette chance de courir ici, puisqu'on est là à Yerushalayim, et d'en pouvoir emmener le Korban Pessah. Be'ezrat Hashem, c'est ce que nous souhaitons. Donc là, on est là, bras droit, bras gauche, c'est où on en est. Pourquoi l'œuf est signe de deuil? L'œuf est un signe de deuil parce que c'est marqué que l'endeuillé doit se taire, ne pas parler. L'œuf est quelque chose de fermé qui n'a pas de bouche. C'est pour ça que lorsque des gens que Dieu préserve après qu'ils aient enterré un proche qui ont l'obligation de prendre le deuil, on leur fait ce qu'on appelle Se'oudat Avra'a. C'est des gens doivent leur emmener du pain et des œufs durs. Et d'ailleurs, c'est l'œuf, étant donné que c'est quelque chose qui est complètement fermé, qui fait une allusion aux endeuillés qui n'ont pas la force de parler, qui ne peuvent pas parler, qui sont enfermés sur eux-mêmes. C'est pour ça que l'œuf est un signe de deuil. Donc là, on a vu déjà la tête, les deux bras, continuons. Et là, au milieu, donc regardez bien, les matzot, la tête, à droite des matzot, je mets la viande, à gauche, donc chesed, gevura, zecher le korban pesa, en souvenir de l'agneau pascal, en souvenir du korban chagiga qui était mangé avant l'agneau pascal, pour manger l'agneau pascal quand on est rassasié. Et là, il y a ce qu'on appelle le maror. Alors sachez que le maror, c'est la laitue romaine. Et je peux vous dire une chose, dans mon enfance à Alger, je me souviens, toute l'année sur le marché, on ne voyait pas ce genre de laitue. Il n'y avait que la laitue ronde que les Français utilisaient. C'était qu'à l'approche de Pessah qu'apparaissait au marché cette laitue qu'on appelait la laitue romaine. Et c'est ça le maror que nous devons utiliser. Et dans le Shulchan Aruch, qui donne 5 sortes d'aliments qui peuvent servir de maror, le premier qui est mentionné, c'est celui-là. Et c'est pour ça que chez tous les séfaradim, c'est ça ce qui est utilisé. Et en Eretz Israël, beaucoup d'Ashkenazim sont revenus à cela, bien que ce n'était pas leur coutume, parce que tout simplement, en Europe, c'était introuvable avant Pessah, donc ils prenaient d'autres choses, et ceux qui prennent leur effort devraient plutôt s'arrêter, parce que malheureusement, ce n'est pas selon toutes les opinions que que ça fait partie des 5 sortes de choses mentionnées par le Shulchan Aruch. C'est seulement selon certaines opinions. Ceux qui n'auraient pas cette laitue, pour quelques raisons, il serait préférable de prendre des endives que leur effort, parce que les endives, ça fait partie dans des catégories, d'autres formes de laitue, mais c'est celle-là qui est l'origine. Et d'ailleurs, beaucoup de gens d'Ashkenazim aussi en Eretz Israël ont commencé à le faire. Alors celle-là, cette laitue, c'est celle qui est au milieu, parce que vous allez voir qu'il y a 2 fois la laitue, je vais vous expliquer tout de suite. Ça doit être les grandes feuilles extérieures. Et ici, c'est les feuilles de l'intérieur, les petites feuilles de l'intérieur qu'on met ici. Ça, c'est pour autre chose. Ça, c'est qu'au moment où on va consommer, après qu'on aura mangé la matzah, motzi matzah de kazaït, au moment où on commencera à manger la matzah, alors après, qu'est-ce qu'on doit manger après ça? Le maror, ça sera ce genre de grandes feuilles. Bien sûr, il faut plus qu'une feuille, puisqu'il faut moins de 30 grammes, et qui sera trempé dans le charoset, qu'on égouttera, et on arrivera tout de suite en recette, je vais l'expliquer. Et ça, c'est le maror tout seul, et qui correspond à la tiferet. Donc on a dit Chokhma bina da'at,
Chesed, Gvura, Tiferet. Continuons. À droite, nous avons ce qu'on appelle le Charoset. Alors là, je vais devoir vous expliquer quelque chose qui s'est passé malheureusement en Afrique du Nord avec le temps. Il y a eu une erreur qui s'est passée. En général, le Charoset, sachez qu'à l'origine, je parle à l'époque des Géonimes. Les Géonimes, c'est encore avant Rashi, c'est juste après la Gemara. J'ai eu l'occasion de l'entendre de la bouche de Zecher Tzadik Veracha Rav Ovadia Yosef, qui avait ramené que les Géonimes, comment ils faisaient le Charoset? Ils prenaient des dattes qu'ils immergeaient dans de l'eau, qu'ils laissaient longtemps, et après ils mettaient le tout dans une sorte de grand sac. Il y avait une eau mielleuse qui coulait, et c'était ça le Charoset. Maintenant, il y a le Charoset du Harizal. Je vais vous dire tout de suite comment il est composé, de quoi il est composé. C'est autre chose, mais quoi qu'il en soit, le Charoset doit être quelque chose qui est coulant. Alors, en général, comment il était fait en Afrique du Nord? C'était surtout des noix et des dattes. Mais chez la plupart des gens, c'était des boules dures de noix et de dattes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la feuille de laitue et ils mettaient dedans un morceau de Charoset, ce qui est complètement faux. Parce que le Shulchan Arour dit qu'il faut tremper, égoutter, et c'est tout. Pas mettre une boule de Charoset. Alors d'où est venue cette erreur? Je vais vous le dire tout de suite. En général, les gens n'avaient pas la possibilité de faire eux-mêmes le Charoset. Parce que c'était comment écraser des dattes et avec les noix. Et vous savez comment ils le faisaient? Avec le pilon. Ils avaient un pilon avec lequel, et c'était un travail difficile. Quand est sortie la machine pour faire du haché, pour hacher la viande, qui se vissait sur les tables, c'était des machines en fer, comme des petits appareils, ils ont commencé aussi à le faire de cette manière-là. Alors, en général, c'était les familles riches, qui avaient beaucoup de valets, de gens qui travaillaient chez eux, qui faisait le Charoset et il le distribuait, il l'envoyait chez les gens. Mais il l'envoyait en petites boules, avec, bien sûr, pour qu'ensuite les gens le liquéfient avec du jus de raisin, du vin, petit à petit le rendent un liquide qui soit, mais très liquide, pour qu'on puisse tremper et ressortir. Je vous dis, celui des Géonimes, c'était carrément une sorte de jus, comme un jus de miel, mielleux de date. C'était ça leur Charoset. C'est pour ça que comme on n'avait pas de Charoset ici, j'ai mis quelque chose de semblable, juste pour qu'on ait une idée, mais il doit être vraiment coulant. Alors, il faut prendre un grand ustensile rond, où on puisse tremper et ressortir. Là, c'est un tout petit plateau qui n'est pas du tout celui de Pessah. Je ne pouvais pas emmener celui que j'ai à la maison, qui est bien plus grand et magnifique et très beau, mais c'est comme ça. Il faut des fois savoir qu'il y a des coutumes, aussi je voudrais vous le signaler, qui sont des coutumes de pauvreté et de misère. Quand j'ai vu dans une certaine Agada, il y en a un qui était tout fier d'exhiber qu'à Tunis, il y en avait des petits couffins qui se vendaient au marché pour 3 fois rien. Et comment peut-on... C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas ça, c'est marqué une cara, c'est un plateau. C'est pour ça que je dis, il y a des coutumes qui viennent de la misère et de la pauvreté. Il ne faut pas continuer des choses aussi stupides. C'était des malheureux qui n'avaient rien, donc ils avaient acheté un petit couffin, tout était entassé dedans, ça n'a rien à voir. Vous allez voir tout de suite que ce plateau est le symbole d'un homme et d'une femme, comme je vais le continuer. On est d'arriver au corps, c'est la Tiferet, c'est ça. Ensuite, il y a à droite le Netzar, la jambe droite, c'est le Charoset dans lequel vont être trempées la laitue au départ. À gauche, il va y avoir le Karpas. Alors, le Karpas, c'est du céleri, les branches de céleri, et le Harizal explique qu'il faut absolument prendre du céleri, pas de la pomme de terre, comme c'est la coutume ashkénaze. Ou du radis non plus. Il faut du karpas, du céleri, comme le dieu d'Arizal. Il y a une raison à cela. Le mot karpas a une valeur numérique qui correspond au nom de Dieu qui s'appelle Elohim. C'est une allusion, quand nous allons consommer le karpas, c'est de faire passer les moments de douleur qu'on était en Égypte, qu'on appelle les mochines de Katnout de Elohim, qu'on va faire passer une fois qu'on aura fait venir par le premier verre de vin les grandes lumières. Alors on fera passer les petites lumières anciennes de cette manière-là. Mais on en
prend moins que kazaït, il faut du karpas, ça veut dire du céleri. Les branches, les feuilles de céleri, c'est uniquement ça qu'il faut utiliser, qu'il va être trempé dans un verre ou dans lequel il y aura de l'eau et du sel ou du vinaigre en dehors du plateau, mais moins d'un kazaït, et c'est qui ne se mange pas à couder. D'accord? Donc c'est ça. Ça, c'est la jambe gauche. Et vous savez qu'ensuite, on remange la laitue, mais comment? En sandwich avec de la matzah, ce qu'on appelle le korer. Et là, il doit être mangé avec la deuxième catégorie de feuilles de laitue qui sont les plus petites. Donc le maror et le korer, c'est la même catégorie. Ce sont des feuilles de laitue romaine. Les grandes feuilles extérieures, c'est pour la première fois pour le maror. Les petites feuilles qui sont vers le cœur, ça sera pour le sandwich, qui devra entièrement également être trempé dans le Charoset. Alors bien sûr, je vous dis, chez moi, c'est une grande boîte en plastique assez haute pour qu'on puisse tremper, assez large, pour qu'on puisse tremper. Donc il faut un plateau un peu plus large quand même, pour qu'on puisse facilement tremper et retirer et goûter. Et donc, qu'est-ce qu'on a là finalement? Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le yesod, ce korer, donc cette deuxième partie de maror, que nous utilisons à la toute fin, qu'on appelle chazeret. Alors chazeret, c'est pas le réfort non plus, encore une fois, c'est les petites feuilles de laitue. Et ce que je peux vous dire, je l'ai entendu de la bouche du Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Veracha. Bien sûr que le Rav Ovadia Yosef était d'accord avec lui là-dessus. Rav Mordechai Eliyahu, c'était comme ça la coutume de toutes les générations. Et là, ça correspond à ce qu'on appelle le Yesod, le Brit Mila, la partie masculine de l'homme est représentée ici. Donc on a apparemment un corps entier devant nous. Alors qu'est-ce qu'est le plateau? C'est l'épouse du mari. C'est exactement ici, on a un couple. Le plateau s'appelle la Malchut, donc on a les 10 sfirotes. Et maintenant, sachez une chose, comme il est dit que les Atid Lavo, quand le Mashiach vient, les femmes vertueuses vont devenir la couronne de leur mari. Or, la délivrance totale va se faire avec une lumière qui est la Bina, qui s'est dévoilée au moment de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que dans la Torah, la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois. Et comme le dit le Zohar, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nous répéter? C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Il dit non, Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à nous répéter. C'est mentionné 50 fois à l'encontre des Hamishim, Sha'are, Bina, les 50 portes de la Bina. Et cette lumière s'est révélée, celle qui va se révéler totalement au moment de la venue du Mashiach, s'est révélée. Où c'est que c'est marqué dans la Torah? Quand Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que je dirai au Ham Israël? Eyeh Asher Eyeh. Eyeh, c'est la Bina. Le Shem Eyeh, c'est la Bina. Asher, c'est les Otiyot Rosh. Il a marqué 2 fois Eyeh pour lui faire comprendre. Maintenant, ça se révèle un peu, mais ça se révélera totalement. Et étant donné que les femmes vont devenir la couronne de leur mari, c'est la raison pour laquelle, un peu plus tard, d'après je vous dirai à quel moment, il y a cette coutume qu'avaient les Juifs de toute l'Afrique du Nord, de prendre le plateau et de le tourner au-dessus de la tête 3 fois. Alors, il y avait 2 sortes de choses qui étaient récitées. Au Maroc, c'est Bibhilu yatzanu mitzrayim alachma'anya bene chorim. Il le tourne 3 fois sur la tête des personnes. Et chez les autres parties de l'Afrique du Nord, il disait différemment, il disait autre chose. Il disait etmol. Je vais vous dire tout de suite le texte qu'il récitait. Etmol aynu avadim, ayom ben nechorim, ayom kaneshana baradi Israël ben nechorim. Donc, ou bien il y en avait qui disaient au Maroc uniquement Bibhilu yatzanu mi mitzrayim. Juste. Alors, sachez que ces mots Bibhilu yatzanu mi mitzrayim, c'est mentionné dans le Rambam, que selon le Rambam, avant de commencer El Achma'ani Adi Achalo Retana Lagada, on dit ces 3 mots-là de Bibhilu yatzanu mi mitzrayim. En fait, c'est une image. Alors, à l'origine, sachez que cette coutume, qui c'est qui en parle? Eh bien, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le Chida, qui a vécu à plus de 300 ans, il a voyagé 2 fois pour
s'occuper des communautés d'Eretz Israël. Après, il est resté finalement en Italie, à la suite d'un événement. Et dans ses voyages, qui a duré 4 ans, 5 ans, il s'est retrouvé un soir de Pessah à Tunis. Et il raconte dans son livre que lorsqu'il était à Tunis, chez des gens très riches, celui qui faisait le service s'appelait Rahamim. Et ce Rahamim avait d'un côté, les hommes étaient assis là, et les femmes étaient comme dans une pièce à côté. Et ce Rahamim a pris le plateau, l'a fait tourner 3 fois au-dessus de la tête des hommes. Et après, il lui dit, il demande au Rav, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il lui dit, Rav, je l'ai tourné 3 fois sur la tête des hommes. Les femmes, qu'est-ce que je fais? Alors il leur répond avec des rimes, c'était son style au Chida, Rahem, Rahamatem al Rosh Gaver. C'est un pasouk, il s'appelait Rahamim, il a fait un jeu de mots. Il faut lui dire, il lui a dit, fais-le passer 1 fois sur la tête des femmes. C'est-à-dire 3 fois tu l'as fait chez les hommes, chez les femmes 1 fois. En fait, à l'origine, l'origine du minag était que c'était la femme qui prenait le plateau et le faisait tourner sur la tête de son mari et de ses garçons, puisqu'elle est le symbole qui va devenir la couronne de son mari. Donc c'est pour ça, après, on a fait ça à tout le monde, mais c'est pour cela que c'est bien que le mari fasse le tour de chacun, et c'est ça le minhag, et après, sa femme prend le plateau et le fait tourner sur la tête de son mari. Sachez que même dans le monde ashkénaze, il y avait quelque chose de semblable dans le monde chassidique. Le rabbi Israël de Hapta, lorsqu'il disait Alach Ma'ania, il fallait que sa femme soulève le plateau. Elle le soulevait carrément comme ça. Mais alors, comme elle était vieille, elle n'arrivait plus. Il avait trouvé chez des voisins des jeunes filles qui l'ont payé pour qu'elles viennent pour le début de la Haggadah. Qu'elle aide sa femme à lever le plateau quand il dit Alach Ma'ania. C'était vraiment semblable. Et c'est là-bas que j'ai trouvé cette explication, que j'ai écrit d'ailleurs dans cette Haggadah de Pessah que j'ai sortie, où je ramène toute l'explication de cette coutume. Et celui qui l'a vu et qui a beaucoup apprécié, juste un peu avant de quitter ce monde, c'était le grand rabbin de Jérusalem, Rabbi Shalom Assas, qui a passé 2h30 avec quelqu'un duquel il lui avait emmené Magada, qui a passé 2h30 à la lire, à voir tout ce que j'ai. Et qui, dans la lettre qu'il m'avait écrit, il avait beaucoup aimé l'explication sur cette coutume du plateau. Donc ça déjà, ça nous donne... Alors finalement, ça veut dire que là, dans la délivrance, il y a une union totale, l'homme et la femme. Voilà, l'homme, vous le voyez dessus, et la femme qui est en dessous, qui est le plateau, qui est là, et qui devient la couronne de son mari. On a comme ça maintenant expliqué tous les signes du plateau du soir de Pessah. Une seule chose que je dois vous dire encore, que je vous ai dit que j'allais vous dire, c'est comment le Harizal faisait le Haroset. Alors, ça je l'ai trouvé, le Rav Yaakov Hillel, le Rosh Shiva de la Yeshivat Ahavat Shalom, qui a retrouvé les écrits où, après la mort du Harizal, Rabbi Chaim Vital, son élève, est allé voir la mère du Harizal. Il lui a dit comment il faisait le Haroset, et je vais vous dire tout de suite de comment il le faisait. Il était composé de 7 fruits et de 3 épices. De nouveau, on est dans les 10 sphirot. 7 fruits, c'est le corps, les 3 épices, c'est la tête. Alors, quels étaient les fruits? Hanavim, du raisin. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas un problème. Mais sachez qu'il fut une époque où c'était pas évident. Alors moi, je mangeais toujours à trouver des raisins secs cachés les Pessah. Ça, ça peut se trouver. Mais ce qui est le plus dur à trouver, et ça, il faut s'y prendre à l'avance. Peut-être actuellement, aujourd'hui, on pourrait en trouver encore. Téhénim, les figues. Alors moi, au moment où les figues sont fraîches, j'en achète. Je les ouvre, je les vérifie, et après on les met au congélateur. Mais actuellement, dans beaucoup d'endroits, on peut trouver des figues même à cette époque de l'année. Rimonim, les grenades. Alors, je vous dis tout de suite, ne mettez pas des grains de grenade, ça sera gênant. Par contre, moi, ce que j'ai toujours fait, et aujourd'hui c'est encore possible, je faisais presser une bouteille de jus de grenade que je garde au congélateur également. Mais aujourd'hui, on peut trouver même, on peut trouver encore, c'est pas un problème. Tmarim, les dattes, c'est sûr. Egozim, les noix. Tapuchim, les pommes, et agassim et les poires. Ce sont les 7 fruits que le Harizal utilisait. Alors je répète, le raisin, les figues, les grenades, les dattes, les noix, pommes et poires. Et on a donc les 7. Et quelles sont les 3 sortes
d'épices qu'il utilisait. C'est marqué une qui était dans les kétorettes qu'on appelle Shibolet Nerd. Alors, le Shibolet Nerd, certains pensent qu'il s'agit de la lavande, mais ce n'est pas toutes les opinions. Et il y en a qui disent que ce serait quelque chose de ressemblant, mais je ne sais pas comment ça s'appellerait. Mais en tous les cas, comme on va selon l'opinion que c'est de la lavande, il est possible de trouver aujourd'hui dans tous les magasins de naturalistes des petites fleurs de lavande séchées. Vous en mettez quelques-unes, ça donne un très bon parfum. Donc, chez la lavande, Zangevi le gingembre et Cinnamon la cannelle. Ce sont les 3 épices. Et ensuite, bien sûr, tout cela mélangé avec beaucoup de vin ou de jus de raisin pour que ça soit coulant, pour qu'on puisse tremper la matzah, ressortir les goûters. Et donc, chez le Arizal, tout devait avoir 10 sphirot. Et c'est la raison pour laquelle, que même lorsqu'on commence au début de la soirée, on va manger du karpas, du céleri, c'est ce qu'on mange en premier dans le seder, il faudra s'arranger à ce que dans le seder, reste un peu de, il reste toujours jusqu'à la fin du seder un peu de karpas pour que les 10 sphirotes soient présentes toute la soirée. Et comme nous allons réciter la Haggadah devant cet ensemble, de la lumière va descendre et c'est pour cela que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé que d'un œuf, mais ceux qui ont des grandes familles, d'en faire plusieurs, c'est bien que tout le monde puisse goûter des choses qui sont dans le plateau, puisqu'elles ont absorbé de la Kedusha par le récit de la Haggadah qui a été fait devant ce plateau. L'œuf, quand est-ce qu'on le mange? Pendant le repas. L'œuf sera mangé pendant le repas, bien sûr. Alors, il y en avait qui avaient la coutume de le donner qu'aux aînés, mais tout le monde on peut mettre plusieurs, donner des petits morceaux, puisque c'est bien que chacun consomme de ce qu'a reçu de la Kedusha. Y compris du Pessah? De la viande. Si on prend une épaule un épaule assez de viande, on peut donner un petit morceau à chacun de cela qui goûte. Mais faites attention de ne pas griller, mais de faire cuire, si vous avez l'épaule, pour pas qu'il y ait, que ça s'appelle pas Korban Pessah, Chas v'Shalom, nous n'avons pas le droit, et surtout ne pas dire c'est le Korban Pessah, d'accord? Pour pas que ça prenne le sens de Korban Pessah, qui serait interdit d'être mangé en dehors du Beth Amikdash. Voilà, donc on a expliqué cette première partie qui est celle du plateau.